Le président de la République Alassane Ouattara est dépuisé en visite officielle de 4 jours au Royaume d'Arabie Saoudite à l'invitation du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Démographie, autosuffisance alimentaire, c'est le thème des 4e journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales. Il a fait l'objet de réflexions entre députés, experts et population. L'Agence internationale de télévision, une filiale de France Télévisions consacrée à l'actualité africaine, était au cœur du plan social de France Télévisions. Eh bien, AITV a été fermée pour des raisons économiques. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara, après son séjour parisien depuis hier en visite officielle de 4 jours au Royaume d'Arabie Saoudite à l'invitation du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État est arrivé aux environs de 20h heure locale, 17h GMT à l'aéroport international King Khaled de Riyad. Il a été accueilli par le deuxième prince héritier Moukren Ben Abdelaziz Al Saoud, deuxième vice-président du Conseil des ministres, accompagné du prince Turki Ben Abdelaziz Al Saoud. Après son arrivée, première activité du chef de l'État ivoirien, il s'est rendu à la Chambre de commerce et d'industrie à Ouattara. Premier acte de cette visite officielle du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite, la rencontre avec le secteur privé saoudien à la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad. Après le cérémonial d'accueil, c'est au tour d'un dîner offert par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad, Dr Abdulrahman Al-Zamil, que le président de la République et les opérateurs économiques ont échangé sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le docteur Abdulrahman Al-Zamil a dit sa joie de recevoir le président de la République de Côte d'Ivoire, pour qui il a une grande estime. Nous sommes persuadés que suite à cette visite de très haute portée, des résultats palpables vont suivre. Nous avons échangé sur les questions d'industrie, de commerce et de bien d'autres domaines d'investissement. Nous tenons à exprimer notre joie et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et son auguste délégation. Le président de la République Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et développé et qui entend se donner les moyens de sa politique, s'est dit pour sa part heureux de cette opportunité. Je voulais dire au président que nous sommes très honorés de cette rencontre, de ce dîner qu'il vient de nous offrir. Nous avons échangé sur les possibilités d'investissement, les opportunités en Côte d'Ivoire. Et donc le président m'a dit qu'il viendra en Côte d'Ivoire dans les mois qui viennent avec de nombreux investisseurs. Et nous sommes convenus que ce serait une très bonne chose de renforcer la coopération du secteur privé saoudien et du secteur privé ivoirien. C'est aux environs de 20h heure locale, 17h GMT, que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à l'aéroport international Roi Khalid Ben Abdelaziz Al Saoud de Riyad. Il a été accueilli par le deuxième prince héritier Moukren Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres, qu'accompagnait le prince Turki Ben Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de Riyad. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler de démographie et d'autosuffisance alimentaire. C'est le thème de 4e journée nationale de valorisation de l'agriculture et des ressources animales. La question a fait l'objet de réflexions entre députés, experts et population. Des réflexions pour prévenir la famine occasionnée par la rareté des terres cultivables. Léon Broukwame.
L'hémicycle, la salle des travaux des députés transposée à la mairie de Bondoukou, journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques oblige. Parlementaires et paysans doivent trouver la clé de l'autosuffisance alimentaire. 3 experts en appui, respectivement de l'INS, Afrijapan et le ministère de l'Agriculture. Les menaces de famine, du fait de l'urbanisation et de la croissance de la population, en passant par les réponses de l'État et l'expertise agricole japonaise sont évoquées. Le tout avec des recettes de l'ANADER, la structure d'appui au monde rural. Qu'on se concentre sur des espaces de production limités et qu'on arrive à produire davantage. Contourner les contraintes climatiques à partir de la maîtrise de l'eau qui nous permettrait donc de produire 12 mois dans l'année. La délocalisation de cette séance d'information parlementaire est saluée par les acteurs du monde rural. Nous voulons vraiment qu'on fasse mécaniser nos productions, qu'on transporte les produits du nord à l'ouest, de l'est au sud. Il faut que vraiment les acteurs soient accompagnés. Il y a eu de bonnes questions, il y a eu de bonnes réponses. Nous sommes satisfaits, mais nous prions Dieu que cela ne soit pas classé dans des oubliettes. Cet espoir tient des difficultés du monde rural évoquées au cours des échanges, réduction des terres cultivables, problèmes fonciers, difficile distribution des produits agricoles à cause du mauvais état des routes. 2000 jeunes venant de 507 sous-préfectures de Côte d'Ivoire sont attendus au prochain congrès de la Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. En prélude à ce congrès, le conseil d'administration de cette fédération se réunit pour restructurer les instances locales et adopter un plan stratégique de développement agricole selon la vision du gouvernement ivoirien. Placide Niaoué, Michel Digré. Les jeunes du monde rural passent à la vitesse supérieure dans le renouvellement des instances dirigeantes des organisations professionnelles agricoles. 8000 villages bénéficiant de l'encadrement de l'Agence nationale de développement rural ANADER sont concernés par ce renouvellement. Et pour marquer cet événement, le conseil d'administration de la Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire s'est réuni pour lancer les grandes orientations du prochain congrès de Yamoussoukro. Une invite à ce sujet a été faite à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je dis aux jeunes qui sont en ville, s'ils sont décidés à réussir dans la vie, ce n'est pas tout qui se passe dans l'administration. Nous aussi dans la nature, au village, on gagne ce que eux qui sont en ville ne gagnent pas. Tu as un état de poivre, tu n'as pas moins de 12 millions de francs par an. Qui partage selon son niveau et voir combien de francs il gagne. La Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire regroupe 4 millions de jeunes. Elle intervient dans l'encadrement, l'orientation, l'éducation, l'organisation et la défense des intérêts socio-économiques des jeunes en milieu rural. Parlons maintenant de mobile money ou l'usage du téléphone ou des technologies de l'information et de la communication pour les transactions financières. Une activité qui gagne du terrain et défie même les structures classiques. Elle est aussi en nette progression et ressort d'une étude de la Banque mondiale que 1250 milliards de francs CFA ont circulé par le biais de ce nouveau mode d'opération financière. Adama Kodé. Le rapport de la Banque mondiale est formel. La Côte d'Ivoire est considérée comme un sprinter sur le marché du mobile money. Les chiffres illustrent ce qualificatif. En 2013, les transactions en monnaie électronique se chiffrent à 1250 milliards de francs CFA, un montant qui a circulé entre 2 millions d'utilisateurs actifs. Une performance liée au coût modique des services financiers pour les ménages à faible revenu, les petites entreprises et les zones rurales difficiles d'accès. Le marché monétaire électronique en Côte d'Ivoire mobilise 12 000 agents. Le mobile money est surtout utilisé comme dépôt ou stockage sécurisé. Pour la plupart des utilisateurs, donc, c'est un portefeuille constituant une solution entre l'inaccessibilité aux services bancaires classiques et les risques liés à une détention de monnaie sur soi.
Quelle collaboration entre le VITIB, le village des technologies de l'information, de la biotechnologie et les impôts? Cette question a constitué le menu d'un atelier sectoriel entre les deux structures à Grand Bassam. Christelle Nda, Serge Congomer. C'est par la loi numéro 2004-429 du 30 août 2004 que l'État de Côte d'Ivoire a créé la zone franche de Grand Bassam. À la fois espace économique et plateforme, la zone franche est pilotée par le VITIB, village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Elle a pour mission de faciliter les échanges commerciaux au niveau des entreprises nationales et internationales avec des avantages de réduction des taxes et des droits de douane à l'exportation et à l'importation. Cependant, le constat est tout autre sur le terrain. D'où ce séminaire initié par le VITIB avec ses partenaires, à savoir les services des impôts, les services des douanes et les entreprises pour harmoniser les textes liés à l'application des taxes et droits de douane. L'objet de cette conférence, de ce colloque, c'était aussi le cadre administratif. Donc voilà, si on voit la route avancer, on voit que les travaux d'implantation se font, que le volet administratif, fiscal, douanier se stabilise et que les différents acteurs sont présents et qu'ils y contribuent, parce que l'objectif au final c'est faire en sorte qu'à une échéance de 5-10 ans, vous ayez des débouchés. Un autre défi à relever à travers ce séminaire, la mobilisation des entreprises qui hésitent encore à faire partir de la zone franche, et cela à travers une meilleure collaboration entre le VITIB, les services des douanes et les services des impôts. Il était vraiment temps qu'on se parle et puis qu'on harmonise nos vues sur les lois, les textes de loi, nos procédures et tout cela. Cet atelier a permis vraiment de mieux comprendre la chose, de comprendre les attentes des uns et des autres, de tous les partenaires. Il y a les textes qui créent VITIB, il y a les organes qui doivent être créés, et à savoir ce qu'on appelle le BCCA, au sein duquel nos services doivent travailler. Mais d'ores et déjà, avant la création de cet organe, nous étions là pour les aider surtout les entreprises qui s'installent ici. Une feuille de route a été adoptée par toutes les parties en vue de réussir les missions de la zone franche afin d'attirer encore plus d'investisseurs. Tout à fait autre chose, un atelier vient de se tenir sur le développement durable au profit des collectivités territoriales. Objectif, renforcer les capacités des responsables de ces collectivités pour le développement de leur localité, connu par Gassoro. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et sous la conduite du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a obtenu le financement du Fonds de l'Environnement mondial, fonds qui permettra la préparation des contributions nationales dans le cadre de l'accord international post-2020 sur le changement climatique. Le 5e rapport de tous les experts qui interviennent dans le changement climatique montre que les activités de l'homme sont indiscutablement à l'origine du réchauffement climatique. Pour le professeur Georges Kouadio Kwame, directeur général de l'environnement, la Côte d'Ivoire entend se concentrer sur les données et informations liées au changement climatique disponibles au niveau national en vue d'aboutir à l'objectif de 2 degrés Celsius de la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Il faut faire en sorte que l'ensemble des secteurs qui sont concernés par la contribution de leur évaluation des gaz à effet de serre puissent dans leur secteur maîtriser les éléments qui vont leur permettre de donner à la Côte d'Ivoire les outils de la négociation. Selon Raoul Kwame du Bureau du changement climatique, pour obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de ce projet, des consultations doivent être menées à travers des ateliers avec les parties prenantes, mais aussi la révision et l'élaboration du rapport définitif de ces contributions doit être soumis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce projet sur le changement climatique sera financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par le Fonds de l'Environnement mondial avec une contribution de 25 millions de francs CFA de la part de la Côte d'Ivoire. Bientôt, la commune du Plateau, le centre des affaires ici à Abidjan, aura un nouveau visage. Le maire du Plateau, Noël Akossi Benjo, a décidé de rendre sa commune encore plus belle. Témoin lors du lancement des travaux, Éric Goré. Le premier coup de pioche marquant le lancement des travaux de la berge lagunaire a été donné par le maire Akossi Benjo.
L'objectif est d'offrir un espace sportif assez diversifié à cette berge lagunaire déjà dotée de restaurants et d'espaces de divertissement. Selon le maire de la commune du Plateau, l'émergence de la Côte d'Ivoire passera aussi par un beau visage de la commune qu'il dirige. L'embellissement de cette cité administrative et lieu de grand rendez-vous s'impose à travers le rafraîchissement de ses façades et l'installation aussi de plusieurs panneaux de signalisation à des carrefours importants. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le plateau vive de jour, le début et le week-end. Nous avons donc commencé un certain nombre de travaux. Vous avez vu les travaux qu'on a commencé à Chardy. Pour faire des aménagements, nous allons aller le long de Chardy jusqu'au boulevard de la République et en faire une rue piétonne. Tano Konan, représentant du ministère des Sports et Loisirs, quant à lui, a salué ce dynamisme du maire Rakossi Benjo à rendre plus belle la commune du Plateau. Monsieur le ministre est le citoyen le plus heureux. Lui qui a appelé de tous ses vœux que la Côte d'Ivoire soit sportive. Vous n'avez fait que répondre à cet appel. Ces travaux seront achevés au premier trimestre de l'année 2015. Le 9e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie a pris fin samedi dernier. Les réflexions ont porté sur les voies et moyens en vue de freiner le glaucome qui, lorsqu'il est dépisté tardivement, conduit à la cécité, nous dit Emmanuel Mia. En choisissant comme thème la surface oculaire et ses pathologies à ce 9e congrès de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, les initiateurs entendaient mieux faire connaître cette pathologie émergente. On a parcouru un peu les pathologies qui concernent la surface oculaire, à savoir les maladies de la paupière, les maladies des cils, les maladies de la conjonctive, les maladies de la cornée, qui sont tellement si proches du centre névralgique de l'œil que chaque fois qu'une pathologie comme ces pathologies atteignent l'œil, le patient qui en est atteint peut devenir aveugle. Pour ce 9e congrès, le professeur Christophe Baudouin, spécialiste de la surface oculaire et du glaucome, par ailleurs membre de la Société française d'ophtalmologie, a été invité à partager son expérience avec ses pairs ivoiriens. Le spécialiste du glaucome invite la population à se rendre au moins une fois par an chez un ophtalmologue. Quelqu'un qui a dans sa famille des glaucomes doit vraiment aller consulter, même en étant jeune, même à l'âge de 30, 40 ans, enfin tôt, pour signaler qu'il y a du glaucome dans la famille et se faire détecter parce qu'on arrive à bien soigner lorsqu'on détecte tôt cette maladie. Pendant 3 jours, à travers les communications des experts et les échanges qui s'en sont suivis, tous les participants ont pu ajouter quelque chose de nouveau à leur connaissance. Tous ont reçu des diplômes de participation et des manuels qui leur serviront de guide dans leur profession. L'organisation non gouvernementale internationale IRC vient de lancer à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un projet de lutte contre le virus Ebola. Il va coûter 518 millions de francs CFA. Il va aider à intensifier la prévention contre la maladie à virus Ebola. Chantal Aumont à Cadan. En janvier 2014, une épidémie à virus Ebola s'est déclarée en Guinée et s'est ensuite propagée au Libéria et en Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et surtout la zone frontalière ouest se trouvent exposées au danger, vu sa proximité avec les pays touchés. Face à la menace, le gouvernement ivoirien a élaboré en septembre 2014 un plan national de lutte contre la maladie. Le projet Ebola, lancé par IRC à Mans, d'un coût global de 518 millions de francs CFA, vient appuyer la prévention et apporter des réponses appropriées dans la lutte contre le virus Ebola. Nous appuyons 884 villages et dans ces 884 villages, il y aura un agent de santé communautaire formé et qui sera doté de crédit pour pouvoir rapporter chaque jour des événements liés à Ebola à sa hiérarchie, le responsable du centre de santé qui le fera vers le district et le district vers la région. Les 6 districts sanitaires des régions du Tonkoui, du Guémon et du Cavali sont directement concernés par ce projet. L'objectif est de renforcer la coordination des activités de lutte dans l'Ouest. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en épidémie, nous sommes en période de surveillance épidémiologique. Donc il n'est pas du tout tard. Il n'est pas du tout tard et c'est bienvenu
parce que jusqu'à présent, l'épidémie continue dans les pays frontaliers et il faut toujours s'apprêter pour ne pas qu'on soit surpris. La surveillance épidémiologique sur toute la zone frontalière ainsi que les capacités de réponse du système de santé seront renforcées. Des kits de prévention offerts au centre de santé. Le projet Ebola va durer 6 mois et permettra à l'Ouest de se tenir prêt dans la prise en charge d'un cas éventuel. Restons dans le domaine de la santé pour parler de lutte contre le virus Ebola et du VIH-Sida. Et ce sont les producteurs de café et de cacao du village de Séliégoué dans le département d'Issia qui ont été sensibilisés sur ces deux maladies. Honorine Kakoubla, Agnigori. Cette cérémonie de sensibilisation des producteurs de café-cacao sur le VIH-Sida et le virus Ebola s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida à Issia. Il s'agit pour les organisateurs Zalé Alidou de la coopérative agricole, Yakouba Fadiga du conseil café-cacao et Arjé Diane d'une entreprise de vente de produits agricoles d'Issia d'œuvrer pour le mieux-être des producteurs de café et de cacao. Le préfet du département d'Issia, Benjamin Efoli, s'est réjoui de cette action à l'endroit du monde paysan. Pour lui, le sida et le virus Ebola sont de véritables menaces pour le monde rural. C'est pourquoi il a exhorté les paysans à prendre conscience des dangers du sida et surtout de la fièvre Ebola pour les éviter. Il a profité de l'occasion pour inviter les paysans à diversifier leurs produits. Quant à l'équipe de l'ONG Organisation humanitaire d'aide à la santé, en Afrique, OASA, elle a invité la population à rester vigilante de manière permanente. Une société de commercialisation de vente de produits agricoles a fait don de matériels agricoles et distribué des pépinières de café aux producteurs de café-cacao. Des femmes ex-porteuses des fistules dans la localité de San Pedro viennent de recevoir des kits de la part de l'organisation non gouvernementale Prosam. Cette organisation non gouvernementale veut les aider à se réinsérer dans le tissu socio-économique. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont au total 12 femmes ex-fistuleuses qui ont reçu des kits offerts par l'ONG Prosam. Les femmes ex-fistuleuses ont d'abord été formées à la gestion de petits commerces en vue de démarrer l'activité commerciale choisie par elles, notamment la vente d'habits, de pagnes, de vivriers, la petite restauration, le commerce de poissons. L'opération a été faite avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, et en partenariat avec l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, l'AIBF. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui œuvrent pour leur réinsertion sociale. L'ONG Prosam a mené cette année une campagne de sensibilisation et d'identification des femmes atteintes de fistules dans la région de San Pedro. Une vingtaine, dont 12, ont été opérées et guéries gratuitement par une équipe spécialiste venue d'Abidjan au CHR de San Pedro, où un centre de chirurgie réparatrice de la fistule vient de s'ouvrir. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue de San Pedro a organisé une formation au profit des chefs de ces structures. Elle a porté sur les technologies de l'information et de la communication. Les détails avec Honorine Kakoubla, Agnigori. Gota Fege Tuyo, inspecteur pédagogique principal et chef de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue, structure initiatrice de l'atelier, a indiqué à l'assistance qu'il s'agit d'informer l'ensemble de la chaîne des acteurs de la direction régionale et de l'enseignement technique Drenette de Soubré sur toutes les innovations technologiques dans le système éducatif ivoirien. Il a été question donc d'initier les enseignants à l'informatique, à l'Internet et à les former sur l'utilisation du logiciel de conception de la mise en œuvre de la formation. Pour ce faire, il a invité l'ensemble des participants à s'approprier cette nouvelle technologie pour résoudre les nombreux problèmes pédagogiques auxquels sont confrontés les enseignants. Durant 2 jours, le formateur Namori Keita a d'abord fait l'historique du projet Sankoré
qui selon lui est un projet initié par l'État français et qui tire son origine d'une ancienne mosquée de Tombouctou dotée d'une grande université, foyer culturel et éducatif qui allie modernité et tradition. Ensuite, il a présenté le processus de mise en main du logiciel à travers la présentation de ses composantes, sa méthodologie de branchement, de calibrage et la manipulation de l'appareil avant de procéder à des exercices pratiques à travers différents ateliers avec les participants. Le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa soulage ses populations. Il a offert 2 ambulances neuves à l'hôpital général de Sikinsi et aux populations de l'axe Agboville, Aboudi, Kouassi. Kouassi Mamadou, reportage. 2 ambulances médicalisées toutes neuves pour l'hôpital général de Sikinsi et pour le centre de santé urbain d'Aboudi Kouassikro. Ce dont va servir à soulager les populations de l'axe Ofa-Agboville, Aboudi Kouassikro, à la recherche de moyens de transport confortables pour les malades et les blessés graves. Le geste est du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa qui fait de l'amélioration des conditions de vie de ces populations sa raison d'existence. Le président de cette institution régionale et son équipe entendent renforcer ces actions. Nous sommes en train de travailler, faire ce qu'il faut pour que dans un délai vraiment pas aussi trop long que ça, pour que nous puissions trouver vraiment des solutions aux préoccupations des parents. La remise de ces véhicules a été l'occasion pour les fils et filles de cette région de sceller l'union pour booster le développement de l'Agnébi-Tiassa. Des engagements salués par le ministre chargé des Affaires présidentielles. Ibrahim Ouattara invite les populations à s'unir et à soutenir les actions de développement du président de la République. Ce qui est le plus important pour nous, Ivoiriens, quel que soit notre bord politique, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre appartenance sociologique, c'est le développement. Il est important que nous comprenions que le développement doit primer en toute réflexion, en toute action. Je suis du FPI, je suis du RDR, je suis du PDCI. Tout ceci n'a d'importance que dans l'action de développement. Les chefs de terre, les chefs de village. La Côte d'Ivoire a besoin de vos prières. Les fils de Côte d'Ivoire ont besoin de vos conseils. Je vous demanderai de continuer. Il faut que vous continuiez à soutenir le président Ouattara. Le programme national de cohésion sociale et ses partenaires réfléchissent sur l'élaboration d'une stratégie nationale de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Objectif, tracer les grandes lignes d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Sèche-Colia. C'est le début d'un processus qui s'inscrit dans le cadre de la gestion des différentes catégories de victimes des crises politiques en Côte d'Ivoire. Le programme national de cohésion sociale a initié cet atelier en vue de mener des réflexions afin d'élaborer une stratégie nationale de cohésion sociale et de réconciliation nationale. ONG nationale et internationale, la chefferie traditionnelle, associations de victimes et les acteurs du système des Nations Unies ont fait des propositions pour une gestion durable de l'après-crise en Côte d'Ivoire. Le gouvernement place la question de la réconciliation nationale au cœur de son action. C'est pourquoi le programme national de cohésion sociale fait de ce document, qui pourra être validé dans les semaines à venir, une priorité. Voilà, l'ITV, l'agence internationale de télévision filiale de France Télévisions, a été créée en 1985. Elle était consacrée à l'actualité africaine. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.